Christelle Oscar, bonjour. Bonjour Patrick. On se rencontre pour parler du prochain festival de Sarlat. La 33e édition. C'est quand même pas mal. Et pour vous, ça doit être la 10e ou 5e Moi, c'est là... Alors, il y a eu celle de 2020 qui a été annulée oui, Covid, de confinement. Et sinon, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est la 4e. Ouais. Donc là, au bout de 4, festivals, on commence à voir ses aises, ses habitudes. Je vais pas dire que ça roule tout seul, mais c'est plus facile qu'au début ou c'est toujours difficile? Je pense que c'est un peu comme dans toutes les fonctions, tous les métiers. Il faut bien, de mon expérience, il faut bien 3 ans avant d'être un petit peu plus à l'aise. Mais c'est pas pour autant qu'on prend des habitudes et des conforts. C'est juste que on commence à maîtriser un petit peu chaque tâche. Enfin, tout devient un petit peu plus fluide. Donc en fait, ça apporte quand même un certain confort de ce point de vue-là. Après, le propre d'une édition, c'est vrai que c'est jamais la même d'une année sur l'autre. Les films ne sont jamais les mêmes, le contexte n'est jamais le même. Donc ça, c'est un éternel recommencement. Donc une certaine forme d'inconfort, mais c'est aussi ça qui est excitant, c'est de reproposer chaque année quelque chose de nouveau, qui se veut un peu, qui se veut un peu nouveau, tout en quand même gardant une forme de ligne qui s'installe avec les années. Ouais. Mais parce que moi je trouve depuis que vous êtes arrivé, je l'ai déjà dit dès le premier, ça s'est restructuré, ça s'est recentré. C'était déjà pas trop mal avant, mais parfois, et surtout, comme m'en disait l'ancienne équipe et mes anciens camarades de la PQR, des fois, ça partait dans tous les sens au début. Là, il y a une ligne directrice, il y a maintenant des sections, on va dire, et ça a plus de cohérence. Disons que oui, ça j'y tiens beaucoup. Mais malgré tout, je suis partie quand même d'une base existante. J'ai pas tout évolutionné, mais la sélection officielle existait déjà en effet. Alors moi, elle est peut-être moins fournie pour des raisons que je peux développer. Et Tour du Monde aussi, qui était aussi une section très prisée des spectateurs du Rex. Après, moi, j'ai tenu, à mettre cette section Jeune Regard qui s'étoffe peut-être un petit peu d'une année sur l'autre parce qu'elle reflète quand même de la vivacité de ce qui se fait en termes de cinéma français. C'est important parce que les gens qui passent à Jeune Regard passeront certainement un jour par la sélection officielle. Donc il y a un fil auquel je tiens qui était déjà un petit peu là en termes de continuité, puisqu'il y a toujours eu des courts-métrages, il y en a toujours. Ouais. Il y a eu les films de la sélection officielle, et pour moi, Jeune Regard, c'est un petit peu la charnière. Oui, c'est peut-être un peu narcissique de dire ça, mais en tout cas, ça me paraissait quand même plus cohérent d'intégrer ça. Et puis, il y a une vraie demande en plus, parce que les producteurs, les distributeurs, enfin les équipes de ces films, de ces premiers films, ne demandent qu'à aller au-devant du public, parce qu'ils sont forcément un peu moins mis en avant en termes de poids marketing. Donc le festival, c'est vraiment l'occasion de leur ouvrir cette porte-là, et c'est donnant-donnant, et c'est plutôt riche. C'est vrai que c'est moins facile en termes d'entrée, en termes de public, parce qu'il faut plus... c'est un petit peu plus confidentiel, mais bon, le propre du festival, c'est aussi de faire ces propositions-là. Et puis d'évoluer dans ces... indépendamment, je veux dire, de critères commerciaux, quoi. Ouais. Ah ben là, c'est pas du tout un festival à critères commerciaux. C'est avant tout un festival à critères de qualité du cinéma et d'un balayage, j'allais dire, à travers le film qui est choisi pour le bac, qui est souvent un film ancien. Là, on verra, c'est Irma Vep, qui est un peu plus récent que certains Les Yeux sans visage, par exemple. Mais on balaye tout, quoi. En même temps, on va le voir avec les ateliers, à la fois une connaissance intellectuelle du genre, du cinéma et des séries cette année. Je sais pas si l'année dernière il y en avait, mais là ça se rajoute, et c'est bien parce que c'est aussi un genre qui devient qui devient incontournable.
Peut-être demain une section série, qui sait? Peut-être, oui, qui sait. D'autant que là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans notre équipe, c'est plutôt dans l'équipe du Rex, mais c'est un de nos collaborateurs fétiches désormais. Il s'agit de Camille Dupuis, qui est médiateur culturel au cinéma et qui a fait sa thèse sur les séries. Donc lui qui en temps normal assure beaucoup de rencontres avec des équipes autour du monde et Jeunes Regards, là cette année il fera une conférence sur les séries, programme pédagogique sur les séries, sur un quart de siècle de séries. Mais ce qui est important d'ailleurs, parce que moins en moins, parce que de plus en plus, les jeunes qui s'occupent des séries, en professionnels, sont des gens qui ont eu des masters, des licences, etc. Mais moi, je me souviens de mon collègue Christophe Petit, qui était le premier à avoir lancé cette idée que la série, c'est comme le cinéma, elle a beaucoup de choses à dire et elle peut être un objet d'étude à travers Génération Série, son magazine. Et puis quand il a participé au site, et que il a un peu abandonné à un moment parce qu'il disait attends, t'as les mecs qui parlent de séries policières, connaissent pas Colombo, connaissent pas Destination Danger, connaissent pas Le Prisonnier. Aujourd'hui, je crois que ça c'est un peu dépassé. La série, elle a aussi sa mémoire. Oui, tout à fait. La série a sa mémoire, ça devient une discipline à part entière, et puis la frontière avec le cinéma est beaucoup plus poreuse. Ouais. On voit aussi les cinéastes, beaucoup de cinéastes passent à la série. Passent à la série. C'est vraiment, ça s'entremêle énormément aujourd'hui. Enfin, c'est ce qui permet aussi de faire des choses de qualité. Ouais. Mais je ne suis pas en train de dire que le monde du cinéma se déplace vers la série et fait de la qualité, parce qu'il y a de très... Ah non. Ouais. Surtout en France. Télévision, je veux dire. Oui. Parce que là, on a vu, pour prendre l'image d'Hollywood, où tous les scénaristes, les bons, on va dire, qui trouvaient pas dans les Final Cut et autres, ou des scénarios trop remaniés, matière, sont partis vers les séries, Game of Thrones, etc., et que les jeunes réalisateurs sont contentés beaucoup de travailler scénaristes plutôt, de travailler sur la forme, ce qui est aussi une demande du public, et ce qu'il est un peu moins maintenant, quoi. Mais en France, ça a été l'inverse. On s'est aperçu que dans la série, et c'est aussi le cas justement d'Irma Vep, qui est le film du bac, qui a été d'abord un film, qui est devenu une série. Je crois qu'elle est même devenue une série il n'y a pas longtemps. Oui, ça date de... 2022, je crois. Oui, c'est récent. Oui, c'est 2022, je crois bien. Et en effet, là, Olivier Assayas réinvente son long métrage de 97-98, je sais plus trop, j'ai plus les dates en tête, qui déjà était une extrapolation des vampires de Louis Feuillade, qui était déjà une série au départ, déjà un feuilleton, un programme feuilletonnant. Donc c'est vrai que tout ça est très mis en abîme en fait. Ouais. En plus, ce film-là, Irma Vep, permet de travailler sur l'histoire du cinéma, puisque à travers son personnage, il fait aussi de nombreuses références à l'histoire du cinéma. Ce qui est, Oui, c'est ça. Il fait des références. Et en plus, disons qu'Irma Vep, c'est l'histoire d'un tournage. Ouais. C'est l'histoire du tournage d'Irma Vep. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est que on voit un petit peu le double d'Olivier Assayas, qui est incarné par Vincent Macaigne, et qui est un réalisateur qui doit absolument tourner une série d'Irma Vep, tirée de son long métrage précédent, à une sorte d'adaptation des vampires. Donc c'est vraiment là où c'est là-dessus que c'est vraiment très très intéressant et très drôle aussi, parce que c'est une série qui est drôle, c'est bilingue, il fait appel à un cast international, donc il y a des Français, une superstar américaine, suédoise, oui. Elle est suédoise, mais disons que c'est vrai qu'elle vient du monde des blockbusters américains, et tout ça s'entremêle assez joyeusement et forme une petite troupe quand même très 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 Assayas entre guillemets, quoi.
Puis à l'époque, c'était pas, filmer le tournage, c'était pas encore devenu une mode. Il y avait Truffaut, je crois, qui avait fait La Nuit bleue bien en avant, puis peut-être quelques autres exemples, mais c'était pas comme aujourd'hui où ça devient presque un genre à part. Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu, alors c'est vrai que ça peut être, je pense que ça peut être aussi un peu casse-gueule, oui. Un film de tournage, il peut y avoir... c'est à double tranchant. Un peu excluant pour le spectateur. C'est pas du tout cuit quand on décide de faire un projet comme ça. C'est quelque chose, c'est un projet d'équilibriste. Ouais. Alors, pour en revenir aussi à la programmation en général, moi, l'impression que j'ai il n'y a pas longtemps au festival War on Screen à Reims, à Châlons, où on est partenaire, je discutais comme ça et quelqu'un me dit tiens, je vais David Oldfeld, pour pas le nommer, je vais peut-être à Sarlat, qui était à Sarlat, à Sarlat, et puis il y a 2-3 autres comme ça, auteurs, comédiens, réalisateurs, qui me disent mais il faut absolument que j'y aille. Ça devient ce qui n'était pas forcément le cas avant, un incontournable, cette confrontation avec les jeunes. Et puis alors les jeunes, alors, je ne sais pas s'ils sont choisis comme ça, mais au moins, moi je me souviens de discussions en sortant du cinéma avec des jeunes, et puis une dame qui passait, qui se font sur le trottoir. Ils ont une culture où des fois on les trouve dans des salles à voir des films hyper pointu, ça nous plaît, on n'est pas forcé par les profs, quoi. C'est bien. Oui, c'est vrai qu'ils sont surprenants, et que nous on s'attache à leur faire un programme. Alors ils ont un programme du matin de 9h à minuit passé. Ouais. Ils peuvent ne pas s'arrêter. S'ils tiennent le coup, c'est bien. En même temps, il n'y en a que pour 5 jours pour eux, donc, et ils sont jeunes, mais en tout cas, s'ils le souhaitent, ils peuvent manger des films toute la journée. Il y a une partie de programme un petit peu imposée, on va dire, mais ça dépend des professeurs. Certains leur disent, faites votre choix. Et puis d'autres leur disent, privilégiez quand même le tronc commun, le tronc pédagogique, celui qui est relatif au programme du bac. Et c'est vrai qu'après, en fonction de leur disponibilité et de leur programme, quand on élabore la grille de programmation, on place des films qui pourraient être bien pour eux. Ouais. Et systématiquement, je me rends compte que c'est pas forcément vers ça qu'ils vont. C'est vrai, ils ont cet esprit de contradiction, donc c'est toujours surprenant et amusant, quoi. Ouais. Mais moi, je sais qu'il y en a beaucoup qu'on retrouve, donc, qui sont là, qui disent, non, moi, j'ai préféré aller voir un film plutôt qu'aller boire un coup, je sais pas quoi, ou traîner dans la vie. Puis vraiment avec une envie d'une culture cinéma, ce qui va amener, puisque on peut souhaiter qu'il continue, soit dans des BTS vidéo, soit dans des facs, etc. Et ça va amener des gens qui auront un bagage cinématographique, ce qui a parfois manqué à certains réalisateurs que je nommerai pas. Puis il y a d'autres, je pense à Cornillac, qui lui, dans son Belle et Sébastien, place plein de choses qui viennent du cinéma d'hier, quoi. Et ça, c'est fabuleux. Oui, c'est vrai que, de toute manière, c'est une chance. Je veux dire, cette spécialité, qu'on veuille en faire son métier, qu'on veuille devenir réalisateur ou réalisatrice, scénariste, qu'on veuille être technicien, qu'on veuille être plutôt dans l'industrie du cinéma, il y a plein de possibilités. Oui, producteur, distributeur. Si on ne veut pas en faire son métier, en fait, parce que c'est vrai que les places sont chères aussi, c'est pas un milieu... Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un milieu où on gagne forcément beaucoup d'argent. Non. Et c'est pas un milieu très très ouvert. Mais quoi qu'il en soit, même si in fine il n'en reste juste qu'une appétence pour le cinéma ou qu'une passion, c'est déjà très très bien. Pas mal. Ouais. Personnellement, avoir ce genre de hobby, c'est génial. Ça mérite. Et puis, dans ce que vous venez de dire par rapport au salaire et tout, c'est pas toujours tout acquis. Moi, je me souviens de Lecomte, je ne sais plus au bout de quel film, on disait, le prochain, ça va aller, c'est facile, ou je suis sur tel projet, à l'occasion d'un festival ou je sais pas quoi. Non, c'est pas si facile que ça. Je me souviens de Nebou qui passait son temps, on l'avait invité à un festival polar, parce que je m'occupais de la partie ciné, puis qui me dit, je m'excuse parce que, un des financeurs du film, c'était celui sur le lac en Mongolie,
Laïcourt, là, très loin, et il avait perdu des financements qu'il devait retrouver, quoi. C'était quand même important, quoi. On voit que c'est pas tout joué tout le temps. Non, loin de là. C'est une légende. On peut, en effet, il y a quand même. Oui, il y a eu un temps où les grands. de l'iceberg, où en effet, il y a des budgets, les chaînes de télé s'engagent, tout le monde est derrière, ça se concentre en fait, beaucoup sur les mêmes projets. Puis la grande majorité peine quand même à boucler, en termes de production, à boucler des financements qui seraient corrects pour faire des films. Donc les gens après réinventent et trouvent des solutions. Oui. Pas forcément à l'écran, le manque d'argent. Et puis après, en termes de masse salariale, de techniciens, tous les travailleurs et les travailleuses qui sont dans l'industrie, oui, font des métiers passion et c'est pas forcément ça qui les anime. Non. Je me souviens, je crois que c'est Hans Sohen qui disait que pour faire son film, il fallait faire des concessions au télé au 20h30, avec un happy end, qui soit au 20h30, avec pas trop de choses qui choquent. Des concessions même, parfois au CNC ou je sais pas quoi, enfin aux aides qu'on peut avoir, qui parfois d'ailleurs donnent des choses un peu kafkaïennes. Et elle disait, moi je fais pas de concessions, je fais le film que je veux. Et ça, je trouve que c'est important. Et de plus en plus, d'ailleurs, les réalisateurs disent, non, on fait pas de concessions, on va bricoler, on va se débrouiller. Et d'ailleurs, du coup, dans le bricolage ou dans la magouille, ça donne des choses qu'on va réutiliser après, parce que c'est pas si mauvais, ça force à se dépasser et à trouver d'autres solutions. Exactement, oui, ça peut générer des trouvailles, des propositions de mise en scène. Enfin, c'est vrai que ça se nourrit, oui. Je trouve que cette année, au moins au niveau des films français, là, avec la grève des scénaristes et autres cinémas américains, a pas grand-chose à nous proposer. Puis parfois, ce qu'ils nous proposent, même le Joker, on attendait beaucoup, c'est un peu surprenant, un peu décevant parfois. Parfois, c'est que la forme et il n'y a pas de fond. Puis parfois, il y a quand même les deux, heureusement. Et là, vous commencez, je prends le programme dans l'ordre, vous commencez fort avec les 6 films français, avec des films assez forts, je veux dire que ça soit Leur enfant après eux, et puis surtout moi un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Rabia, qui est quand même un film dur et dont on sort pas indemne, quoi, et qui va être, moi je trouve que c'est intéressant, et j'essaierai justement d'être à la sortie de ces lycéens et autres qui vont découvrir ce film pour voir comment ils l'ont reçu, comment ils l'ont perçu et comment il va les marquer. Oui, c'est vrai que dans la sélection de cette année, alors c'est très varié. Oui, il y a de tout. Ouais. Il y a finalement, c'est presque plus varié que l'an dernier, il me semble. Alors il y a des propositions sombres, sérieuses. Rabia, c'est peut-être le film le plus radical, mais par son sujet, oui. à discussion. Et je pense que ça va être très très intéressant d'entendre la réalisatrice, parce que elle a un point de départ qui est assez surprenant. Ouais. Dans sa volonté de filmer l'embrigadement, en fait. Ouais. C'est là-dessus qu'elle se concentre, et elle fait appel à des témoignages de l'histoire qui sont qui appartiennent au passé, mais qui sont toujours très présents. Donc je peux pas trop divulguer avant qu'elle en parle et qu'elle discute avec les gens. Mais c'est vrai que je pense que la discussion peut vraiment dépasser le simple sujet du film, et ça peut aller beaucoup plus loin. Ça pour moi, vraiment, ça fait partie, au-delà du film, je raisonne pas en termes de film, je raisonne en termes de rencontre. De partage, tout à fait. Anne-Pierre Chietta peut arriver à générer comme type de discussion, mais je sais d'avance, je suis persuadée d'avance que c'est ça qui fait qu'on garde. Qui va faire cohabiter les deux publics du festival, qui sont ces lycéens, et puis le public un peu plus âgé ou plus cinéphile, plus classique. Et sur chaque film, en fait, je pense à la discussion qui peut en émaner. Et c'est ça qui m'intéresse, en pensant à ces deux pôles de publics différents.
Ouais. Alors je peux vous confirmer que ça va être passionnant. D'abord déjà parce que elle parle bien de son film, elle le défend bien, et puis que bon on peut aller assez loin. Puis bon, Anne-Claire, je la connais depuis longtemps, donc il y a pas de problème. Donc c'est Anne-Claire qui s'occupera des débats de la sélection officielle. Ouais, de la sélection officielle. Qui a un beau parcours et qui s'est bien motivé et driver les gens dans la conversation, et ça c'est important. Bon, Rabia, j'ai pas de doute. David Olfen, par exemple, c'est pareil, ce sont des gens qui ont un matière et qui font des films aussi un peu un message entre guillemets, même si le mot pas toujours juste. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des sujets en fait. Oui. Mais il y a ce sont aussi des mises en scène, ce sont des propositions qui transcendent aussi le sujet. Donc, qu'il y a un sujet, c'est très bien, mais c'est pas tellement. Alors, ça peut être un point d'accroche. Dans certains cas, ça l'est. Hein. Oui. Mais pas. C'est pas suffisant. Je suis bien d'accord. Pas la règle. Ouais. Et puis même là, c'est un sujet fort, bien sûr, forcément, qui pose question et qui change nos regards. Moi, je sais que je l'ai vu 2 fois. D'ailleurs, si je peux, j'essaierai de le voir une 3e fois, parce qu'il change nos regards sur une situation où on a eu une image d'Épinal un peu. On s'est dit toutes ces gamines, elles le voulaient, elles le souhaitaient. Puis tant pis pour elles ont qu'à assumer. Sauf que c'est beaucoup plus complexe, comme d'habitude. C'est pas noir et blanc, quoi. Et c'est pareil pour les autres films, parce que la discussion peut être sociale aussi. Et là aussi, elle peut être aussi intéressante et même marquée plus, parce que parfois, certains des jeunes sont aussi dans des situations que les films racontent. Oui, c'est vrai que le film d'ouverture, leurs enfants après eux, racontent vraiment l'adolescence dans une zone, dans une région illustrée par la crise et la fermeture des hauts fourneaux. Donc là, ça se passe donc en Lorraine, et c'est vrai que ça dépeint bien l'individu un peu pris au piège de sa condition et de ce qu'il arrive à faire. Et au même titre, je pense au film Jouer avec le feu, alors qui propose quand même aussi un pas de côté, puisque là aussi on a affaire à 2 jeunes élevés par le même père, 2 frères. L'un des 2 choisit de se rallier à un groupuscule d'extrême droite alors qu'il n'a pas du tout reçu ce type d'éducation. Et son plus jeune frère, lui, suit une voie d'excellence en faisant des études brillantes, et lui va réussir à s'extraire de ce milieu-là. Et c'est vrai que voilà, tous ces films proposent un petit peu. C'est ça que j'aime bien c'est ce que j'aime bien quand je le vois émerger au final. Et c'est ce qui compose la sélection, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors il y a de la thématique, mais ces thématiques apparaissent et ça me paraît cohérent pour former ce qu'on peut appeler la sélection officielle. Mais même dans la sélection générale, je pense aussi à Vindieu, qui peut rejoindre ces films où ce jeune va être champion de, je sais plus quel fromage, je crois que c'est la Tome ou je ne sais plus quoi. C'est le comté. Ouais, le comté, voilà. Et moi je l'ai vu, c'est fabuleux, quoi. Mais est-ce que cette année, la sélection, et j'ai l'impression que beaucoup de films parlent de ça, c'est à la fois l'idée de partir ailleurs, de trouver son bonheur ailleurs, et aussi le retour. Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de constance. Cette idée qui plane un petit peu sur pas mal de films, en effet, qui pose la question des origines et puis du milieu social et de ce qu'on arrive à faire, est-ce qu'on arrive à le dépasser ou comment on vit avec en y restant. Et ce que j'aime bien, c'est que ce ne sont pas forcément des films qui sont centrés. Le cinéma d'auteur est toujours un peu victime d'un cliché. Alors, c'est peut-être de moins en moins prégnant aujourd'hui, mais d'un cinéma qui se regarde, qui est un petit peu urbain, entre 4 murs. Dans les grandes villes, c'est pas vrai du tout. Non. C'est pas vrai du tout, au contraire. Ah non, c'est un cinéma qui fouille, qui parfois, ce que je disais pour Rabia, va jusqu'à l'os, n'épargne rien, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a aussi. Oui. C'est pareil, qui est un film que j'adore, qui se déplace un petit peu dans un futur pas si loin, en 2039, et on va suivre. On est dans un contexte. Là aussi, Audrey Rapin, elle imagine
un régime politique pas si délirant quand on voit ce qu'on vit, ce à quoi on échappe et ce qui pourrait se passer. Là, on a quand même vécu des moments très très importants politiquement, donc on voit très bien comment les choses pourraient basculer. Et dans le film Planète B, on est dans un régime autoritaire, militaire, et les jeunes sont devenus, par la force des choses, sont des activistes pour le climat et même des actions, et sont du coup hors la loi et sont sévèrement réprimés. Donc à partir de ce contexte-là qui est assez social et politique, elle part dans quelque chose d'un petit peu science-fiction. Ouais. Mais c'est une science-fiction assez réaliste, mais ça propose quand même des choses visuelles très très fortes. Il y a une mise en scène assez incroyable. Le propos est juste, très documenté. La musique est magnifique. Enfin, ça, c'est vraiment pour moi un film d'une force, une proposition assez incroyable. Planète B. Mais il y a, là, sur les 21 films, est-ce qu'on se sent pas parfois un peu, restreint, j'allais pas dire confiné, en disant j'en ai que 21, mais je pourrais en mettre 30. En se disant j'en ai là 5, 6 que j'aimais bien, mais je peux pas les mettre. Si, j'en ai, il faut faire des choix. On a que 5 jours, enfin 5. On a que 6 jours, dont 5 avec les lycéens. Ils ont déjà un programme très chargé, donc c'est vrai que ça amène à de toute façon choisir et sélectionner. Donc c'est peut-être aussi ça qui fait la qualité de n'importe quel événement, c'est de se dire on prend pas tout, même si en notre fort intérieur, moi j'ai des regrets. Il y a des films que j'aurais aimé montrer et qui avaient toute leur place dans la sélection, mais il n'y a pas la place pour tout. Et puis, sélectionner, c'est dire non, c'est faire des choix. Ça ne donnera de la valeur qu'au prochain oui, l'an prochain. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, on ne se fait pas forcément des amis. Bon, après, on n'est pas non plus le Festival de Cannes, restons rationnels. Mais c'est vrai que voilà, je peux faire face à certaines incompréhensions de personnes qui pensaient avoir leur place à Sarlat et qui l'avaient, et qui pour des raisons de programmation, de grille, des tas de choses ne figurent pas, et voilà, malheureusement c'est comme ça chaque année. Il faudrait qu'on fasse 10 jours. Voilà, exactement. Mais je pense à David Olfen, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps du coup à War on Screen, et qui, c'est notre distributeur, qui me disait, mais non, on attend de savoir si on va être sélectionné, mais il y avait aussi cette impatience, un peu comme à Cannes, est-ce qu'on va être sélectionné, quoi. Et là, ça va, il y est, donc il doit être content. Oui, il est dans la sélection. Dans la sélection des 21. Il est, mais il est en tour du monde. J'ai pas mal réfléchi, et je pense que. Il a sa place. C'est un film français, mais qui parle du Liban en 82. Donc c'est vrai qu'il a un regard. Puis un écho avec l'actualité. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est génial. C'est ridicule ce que je dis, mais ce film tombe à un moment assez crucial. Donc c'est très très intéressant d'aller le voir pour ce retour un petit peu aux origines, à travers une pièce de théâtre qui doit se monter au Liban en 1982. Et je trouvais que c'était bien qu'il figure en tour du monde, parce que c'est une catégorie qui est quand même très très prisée, ce que je disais tout à l'heure, des spectateurs qui vont, j'ai envie de dire, plus volontiers que sur Jeune Regard, où ils s'attendent peut-être à des choses plus singulières, et c'est pas mal de pouvoir le mettre dans cet écrin-là, le film de David Olfen, parce qu'il aura une fenêtre beaucoup plus large. Et en plus, il est en écho, je trouve, parce qu'il parle aussi de la guerre quand même quelque part, mais à travers là, avec Les Damnés, qui est un film assez lent, assez profond, et qui parle aussi de la guerre, voire avec Rabia. Il y a des échos dans tous ces films qui nous parlent des conflits, mais aussi comment on peut lutter autrement contre la guerre, entre guillemets. Oui, et puis le point de vue de ceux qui la font et qui sont au milieu du combat, et leur motivation. C'est vrai que
il y a pas mal, on voit pas mal ça aussi, des personnages qui finalement s'engagent, mais sans forcément conviction. Une vidéo, ça révèle surtout des fêlures intimes, voire sociales. Enfin, c'est vrai que c'est plus par ce biais-là que la question se pose. Quelle guerre on mène, quoi? C'est une guerre contre qui, en fait? Ouais, tout à fait, ouais. Ah, mais ça pourrait être le cœur, mais presque chaque année, quoi. Comment s'éveiller, devenir meilleur, comment composer aussi avec ses démons. C'est un peu... C'est ce qu'on trouve dans le cinéma d'auteur, j'ai l'impression, aujourd'hui, quoi. Puis il y a un film, moi, que j'aime bien, qui s'appelle My Sunshine, qui est un très beau film sur les choix qu'on fait, justement, intérieur de ce qu'on veut être, quoi. Oui, c'est vrai, sur ça, c'est vraiment, voilà, pour moi, il y a des films comme ça qui correspondent assez exactement à l'ADN du festival, c'est-à-dire que ça reste un festival qui est centré autour de la jeunesse. Ça reste l'axe central. Donc, quand un film parle du moment des choix, donc là, les personnages sont préadolescents, mais c'est vrai que les questions du devenir se posent déjà, et ça peut trouver un écho. Et puis aussi chez les publics qui ont passé cette époque depuis longtemps, dont je fais aussi partie, et qui peuvent être aussi touchés et d'être ramenés comme ça au début, quand tout était encore possible, quoi. Ouais. Et puis sur un thème qui est l'homosexualité, qui n'est pas un thème facile, et qu'on aurait bien aimé. Enfin, moi, je suis des années 55, donc 70, quoi, 60-70, à voir à l'école, quoi, quand on avait tous ces imbéciles qui critiquaient le copain, qui cherchait justement son identité, quoi. Chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Ouais. Et là, maintenant, c'est peut-être même le sujet a été dépassé, digéré et puis transformé. Maintenant, je pense à un film dont on n'a pas encore parlé, qui est une comédie musicale absolument réjouissante qui s'appelle Les Reines du Drame, qu'on pourrait qualifier de queer. Donc il y a là une dimension, on n'en est pas à poser la question de l'homosexualité. C'est pas la question, c'est plus la proposition, c'est d'assumer le genre, le genre de ce film aussi qui est complètement hybride, complètement libéré, qui peut aussi heurter parce qu'il est loin d'être classique, mais qui est pareil, une proposition hyper novatrice et qu'il ne faut pas rater. Je pense qu'il ne peut pas ne pas figurer au festival de Sarlat. Avec des thèmes comme ça. Ouais. Et puis cette proposition, cette force de mise en scène, et on est là aussi pour montrer des films de jeunes cinéastes, pas tant jeunes dans leur âge que que de l'endroit où ils sont. Et là, c'est un premier long métrage et c'est une proposition qui est bluffante. Renverse la table. Et il faut qu'elle soit montrée à des jeunes aspirants. C'est vraiment sa place. C'est vraiment à Sarlat qu'il faut que ce film soit montré. Tout à fait. Tout comme d'ailleurs les vieux, je pense à Zavanicius avec La plus précieuse des marchandises, où vraiment on l'attendait pas sur un film sur la Shoah dans le film d'animation. Là aussi un film comme Rabia qui vous attrape à l'intérieur, quoi, qui est magnifique d'ailleurs. Tout doucement. En partant d'une forme de conte, un peu sombre, mais un peu naïf, vraiment comme un conte, et puis qui finalement vous emmène complètement ailleurs. Là, sur ce film, il y aura le producteur Patrick Soberman, qui en parle bien, qui est un peu à l'initiative du projet, donc il sera vraiment la bonne personne pour échanger sur ce film-là. Ah là, moi, je peux vous dire que c'était le film de clôture de War on Screen, et là aussi des beaux débats, quoi. Et puis en même temps, à travers ça, ça parle aussi de la perte, ça parle aussi de la maternité, ça aborde plein d'autres thèmes, quoi.
du sacrifice à travers le père du bébé. Enfin, c'est magnifique. Puis même un film qui au départ peut paraître rigolo, moi que j'ai vu, que j'aime bien, qui est plus léger, mais qui en même temps dans son discours pose aussi la question de ce qu'on veut être, de ce qu'on a raté et que on peut toujours reprendre la route pour devenir ce qu'on veut. C'est La Fanfare. La Fanfare, oui, c'est vrai. Ouais. Là aussi, ce déterminisme-là qui est un petit peu présent et qui est de toute manière dépassé, mais d'une manière, c'est vrai qu'Emmanuel Courcol sur ce film, ce film aurait pu être la comédie sociale telle qu'on la connaît, un peu rassurante. Et je trouve que ce film-là fait ce petit pas de côté qui vous embarque et qui n'est pas que ce dont il a l'air, quoi. Ouais, tout à fait. Beaucoup quand même à l'interprétation. Des acteurs, des deux. Ouais. Est absolument brillant. Pierre Lotin et j'ai un trou de mémoire. Benjamin Laverne. Benjamin Laverne, exactement. Ouais, c'est vraiment là, dans le rôle des deux frères qui n'ont pas eu la même trajectoire de vie. Ils sont brillants. Puis je trouve que Lotin, c'était un peu la crainte qu'on avait, c'est qu'il s'enferme dans son personnage un peu de ch'ti, un peu comme ça, goguenard et autres, quoi. Et là, il se met en danger, quoi, à travers aussi bien ce film-là que quand il va chez Dupieux, où ça a l'air sympa, mais c'est quand même, on a d'autres propositions. Enfin, donc ça, c'est bien, quoi. C'est des bons choix, je trouve. Oui, c'est vrai. Et on n'a pas parlé de Bonjour l'Asie. Ah bah oui. De clôture, qui est, c'est pareil, là aussi, c'est des histoires de choix. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Donc je le verrai. Il y a quelque chose de l'ordre du projet de société que propose Judith Davis, la réalisatrice. C'est elle qui tient le rôle principal et en se rendant chez une amie qui a juste voulu partir vivre à la campagne et faire d'autres choix, elle va se retrouver confrontée déjà à sa propre vie et puis à un endroit absolument incroyable qui est un ancien asile psychiatrique qui abrite une communauté de gens qui ont décidé de vivre en marge selon leurs propres règles d'écoute, d'empathie et ça donne lieu à une comédie, mais qui n'est pas qu'une comédie, mais c'est très profond et cette communauté est évidemment menacée par un autisme. Des intérêts économiques. Voilà, donc ça a l'air d'être quelque chose de léger, mais c'est très politique et c'est très incarné parce que la particularité de Judith Davis, c'est qu'elle met en scène un collectif d'acteurs qui sont des acteurs de théâtre. Enfin, c'est sa troupe en fait qui s'appelle l'Avantage du doute, si je dis pas de bêtises. Et il y a quelque chose de l'ordre de la famille qu'on retrouve dans ces films et dans les pièces qu'ils mettent en scène. Et ça aussi, c'est un peu comme ce que peuvent faire les Chiens de Navarre. Voilà, de la scène à l'écran, il y a comme un travail qui se prolonge et qui raconte le monde. C'est vraiment très très bien. Ah ouais, mais c'est le cas aussi, par exemple, de Berlin 42. Moi, je trouve qu'il y a un film aussi intéressant qui aborde un sujet qui a été peut traiter un peu plus maintenant par le jeune cinéma allemand qui n'hésite pas à se confronter à ces années noires que sont le nazisme et autres, et qui est la résistance nazie, quoi, le prix que payent ces magnifiques films et une fin là aussi un peu lourde, quoi. Oui, c'est ça, c'est la jeunesse, c'est cette jeunesse qui est mise en scène et qui paye le prix aussi de ses choix, mais qui les tient, quoi. Ouais. Qui met en avant, la lutte. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup des films de la sélection.
Puis il y a un film que j'aime bien, puis après vous me direz si on a qu'on a oublié, parce qu'on peut pas tous les regarder. Il y a Black Dog, moi j'adore ce film-là. Bon, j'adore les chiens, comme Reda Kateb, donc ça m'a beaucoup plu, quoi. Ah oui, ça c'est un film chinois, je crois. Chinois, ouais. C'est un film chinois qui était un certain regard à Cannes. À Cannes, oui, c'est ça que j'ai vu, oui. Et qui en effet nous permet de découvrir la Chine aujourd'hui. Sous un autre angle. Cette région-là, c'est absolument fascinant. C'est encore un autre regard. Enfin, moi, j'aime beaucoup le cinéma chinois, et là, je trouve que le point de vue est encore très différent, très nouveau. Oui. J'ai l'impression que j'ai jamais vu un film comme celui-là, Black Dog. C'est un film mystérieux. Ouais, moi aussi. Oui. Ouais. Et qui se laisse pas enfermer par les codes, etc. Quoi. Qui sait y échapper, propose autre chose. Qui joue avec la durée aussi. Ah ouais. Non, moi j'aime pas mal de ces contraintes-là, donc il faut se laisser aller. Puis moi, il y a un film que j'attends, enfin, j'espère que j'arriverai à aller le voir, c'est le Jardin Zen. Comme je pratique le zen et la méditation, que c'est vraiment un choix de vie, un vrai engagement, puisque même je suis devenu moine pour tout dire, donc c'est un vrai choix, et donc je suis impatient de voir ce Jardin Zen. Alors, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous avez. Oui, je m'en doute. Mais ça reste un peu contemplatif et ouais. Oui, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. En fait, c'est presque une comédie, le Jardin. Ah ouais. Je vous dirai en sortant. C'est de l'ordre du pétage de plomb d'une femme qui cherche à tout prix à échapper aussi à sa condition et qui fait des choix, alors pas forcément les bons, mais ça l'emmène sur une pente un petit peu macabre. C'est de la comédie noire, quoi. Mais ça reste enfin dans ce que vous m'en dites, et je vous dirais si c'est le cas, ça reste très zen, parce que le zen c'est déjà la posture et la méditation, puis il y a beaucoup de ce qu'on a, enfin je sais pas si c'est maîtres fous un petit peu qui sont bizarres, qui vivent dans les montagnes, croissent avec les grenouilles, oui, des trucs comme ça, quoi. Donc ça m'étonne pas, quoi. Ça peut toujours quand même parler de ça aussi. Oui, il y a quelque chose dans les choix de ce personnage qui l'emmène vers l'épurement et le détachement, ouais. Tout à fait, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un film que vous aimez bien, dont on n'a pas parlé, parce qu'il y en a tellement qu'on passerait des heures à le faire, quoi. Ah oui, je peux pas en citer qu'un, malheureusement. On n'a pas tellement. Si on a un petit peu parlé de Jouer avec le feu des Sœurs Poulain, qui passe le vendredi, qui est donc ce film qui est l'avant-dernier de la sélection officielle avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, et qui raconte la cellule familiale qui se fissure lorsque l'un de ses membres, à savoir le fils aîné, choisit d'aller à contre-courant et d'aller vers la violence et l'ultra-violence, l'ultra extrême droite, en dépit de ce qu'il a pu, de l'éducation et qu'il a eu, quoi. Il a pu vivre. Donc c'est la fissure que ça a créée dans cette famille qui, malgré tout, ne lui tourne pas le dos d'un seul coup, parce que ça reste un fils, ça reste un frère. Et puis qu'on peut peut-être le ramener. Exactement, avec l'espoir et puis l'incompréhension surtout. Donc c'est ça qui est passé un petit peu au microscope et qui est assez fascinant. Elles font ça très très bien, les Sœurs Poulain, et les comédiens. Excellent, ouais. Géniaux aussi, c'est un trio très très fort. Mais moi, ça m'intéresse aussi à double titre, parce que ça a été surtout des thèmes traités, parce que chez nous c'était un peu tabou, je sais pas, et par les Américains, je crois que ça American History, je crois, où il y a aussi ce basculement du type qui va s'enrôler, et le frère après veut le suivre, puis du coup puis bon, il y a eu plusieurs films comme ça après qui étaient plus ou moins bons, mais ça, à la française, ça, je
pense que ça va plus à l'os, ça va plus, bien que celui-là, American History X. Ça va à l'os, d'autant qu'on le voit moins, contrairement à American History X. C'est vrai que c'est plutôt, enfin, pas complètement, mais c'est plutôt du hors-champ finalement, parce que lui, ce jeune homme dans son groupe, on cherche pas à savoir s'il a trouvé un refuge, enfin forcément qu'il trouve un refuge et qu'il y a des raisons qui lui sont propres. Mais c'est pas tellement la question, parce que finalement il vient d'un milieu assez stable et il a bénéficié de beaucoup d'amour. Donc c'est vrai qu'on reste quand même du point de vue du père. Voilà, le point de vue c'est plutôt celui du père. C'est plutôt le point de vue qui voit pas ce qui se passe de l'autre côté, mais qui reste vraiment dans l'incompréhension et dans l'envie que ça cesse et qu'on puisse revenir à comme avant, en fait. Ouais. Et puis ça pose qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait. La culpabilité. Ouais. Après là, c'est une question sur quand même un sujet important, mais souvent, je crois parents, grands-parents, c'est des questions qu'on se pose, quoi. Des fois, moi, je vois on a eu qu'une fille, mais on se dit, tiens, mais pourquoi elle fait ça? Alors, ça va pas à ces niveaux-là, mais c'est des petits niveaux, mais on se dit, mais on lui a pas appris à faire ça, ou tant pis, c'est son choix, quoi. C'est moins grave. Alors, ce que disent un peu ces films, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, mais ils vont chercher un peu la faille intime. Et en effet, à un moment, quelque chose vient remplir cette faille, et c'est pas forcément la famille, l'équilibre qui peut venir combler ça. Parfois, il s'agit d'un autre type de rencontre. Ouais. Mais c'est vrai que le tronc commun aussi, c'est que ça va chercher des personnages un peu désœuvrés, qui sont en échec, qui sont dans des zones déjà aussi un peu sinistrées. Enfin voilà, ça vient aussi en écho à la société. Puis aux questions telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle l'était déjà dans les années 90. Même de mon temps, dans les années 70, c'était. Et on a eu des films comme ça qui nous ont. Moi, je pensais à Soleil Vert, Zardoz, Forêt d'Émeraude, Borman, des tas de gens comme ça, où on s'interrogeait, est-ce que les choix qu'on fait, les chemins qu'on fait, cette révolte qu'on mène, en plus, moi, j'appartiens à ce qu'on a appelé les babacools, donc est-ce qu'on est dans le bon choix, et les films nous aidaient à obtenir des réponses, à se dire, tu vois, on n'est pas dans le fond, on n'est pas les seuls non plus à le penser, que la Terre vivante, etc., etc. Et les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ont aussi besoin, ils peuvent se retrouver dans des films. Je crois qu'il y a des films, et je crois que Sarlat est un lieu aussi où ça peut nourrir ce qu'on a envie d'être, ce qu'on est en train de construire comme adulte. Oui, peut-être. Si c'est ça, c'est formidable. Ouais. Moi, c'est l'impression que j'ai en rencontrant quelques jeunes, quoi. Mais c'est bien, quoi. Du coup, c'est un festival, de toute façon, que j'aime beaucoup, qui est un de mes préférés. Et moi, je trouve, parler tout à l'heure de Cannes et autres, qui est une grande messe, etc., qui a un peu enlevé, là, j'y suis retourné cette année après une longue absence, parce que quand j'en suis parti, c'était bling bling, tout le monde se montrait, et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des films, rencontrer des gens, rencontrer des réalisateurs. C'est un peu revenu à ça. Mais ça, là, je trouve qu'il a une bonne place et que on en parle de plus en plus. Écoutez, c'est vrai que je suis pas forcément au bon endroit. Oui, c'est normal. pour le constater, j'ai, on peut dire, la tête dans le guidon, donc je ne me rends pas forcément compte de l'extérieur si quelque chose bouge. Moi, je vois. Mais je me rends juste compte quand même que les équipes ont envie de venir, et puis qu'il y a cette attraction pour ce public lycéen qui est quand même en masse et qui est très très intéressant pour les films. Ça se voyait pas il y a, je sais pas combien d'années je le fais, peut-être 5-6 ans, peut-être un peu plus, je sais pas, j'ai pas non plus commencé, peut-être 10, j'en sais rien, mais
au début, on sentait pas ça. Aujourd'hui, on sent ça. Je me dis, dans les équipes c'est vraiment un endroit où il faut être, parce que la jeunesse est prometteuse. Et même quand on discute parfois avec des gens dans des festivals ou ailleurs, on dit, tiens, tu sais, mais il y a une programmation féminine fantastique, regarde, il y a ça, ah ouais. Et du coup, les gens se disent, tiens, ça peut être un festival où je peux aller. Écoutez, c'est formidable. Ils vous disent, c'est réservé aux étudiants. Non, c'est pas qu'aux étudiants, vous pouvez aussi y aller en tant que public, quoi. Et ça, je trouve, c'est bien. C'est ouvert au public, les lycéens ont leur programme et leur programme se mêle aussi au programme public, mais en tant que spectateur, on peut y aller du mardi au samedi sans voir le jour si on veut une projection. Tout à fait, ouais. Ah non, c'est un beau moment de cinéma, quoi. Cool, sympa, parce que on croise des équipes, elles sont ouvertes, c'est pas comme dans certains. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance dans ce festival. C'est dû aussi à la taille de la ville. On se croise souvent, c'est pas très grand, c'est un beau lieu. Ouais, ça, on a vite fait le tour. C'est une des plus belles villes de France, donc on peut y déambuler, on peut prendre l'air, avant de retourner en salle. Les salles du REC sont très très belles. Belle qualité. C'est un beau cinéma qui a été bien refait, bien réhabilité, donc tout est qualitatif. Ouais. Tout est qualitatif. Et vous avez oublié la gastronomie, pour ceux que ça intéresse. Et en effet, ça, on n'y coupe pas quand on est là-bas. Il faut avoir un bon coup de fourchette. Il ne faut pas en abuser. Ça, c'est le secret. Ouais. En tous les cas, moi, je vous remercie, Christelle. Avec plaisir, Patrick. On se voit là-bas. Merci. Merci à vous.